Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Bruit à l'université d'été des mouvements sociaux. Je suis Aaron Manac, journaliste à Politis, et je reçois Emmanuel Poupart. Bonjour. Secrétaire général du syndicat national des journalistes. C'est ça. On a souhaité un peu organiser ce plateau pour faire écho à une journée de réflexion, de débat organisée par plusieurs médias indépendants. Vous avez vu tous les noms des médias dans le générique, dans cette université d'été des mouvements sociaux, pour s'interroger sur les limites de l'indépendance, les enjeux, les menaces qui pèsent sur notre indépendance. Et vous, donc syndicalistes, journalistes, vous êtes particulièrement bien placés pour les voir, ces menaces qui pèsent sur l'exercice du métier de journaliste. D'ailleurs, on a appelé ce petit interview « Journaliste, métier en danger » pour l'interrogation. C'est ma première question. Quelle est dans l'actualité, dans votre actualité syndicale et dans l'actualité générale de ces derniers mois, quels sont les signaux, quelle est la température actuelle pour le métier? On est doublement bien placé au syndicat national des journalistes, puisque on est d'abord avant tout des journalistes et on n'est pas des permanents syndicaux. Et même s'il y a une noblesse de faire du syndicalisme en plus de ce beau métier qu'est le journalisme. Et effectivement, aujourd'hui, la profession est en danger et menacée de toutes parts. Les chiffres sont ceux-ci, 35 000 cartes de presse et des chiffres de cartes de presse qui diminuent, donc moins en moins de journalistes. Moins en moins de journalistes puisque aujourd'hui, on assiste à une érosion des journalistes dans les rédactions du fait de nombreux plans sociaux, notamment, alors pour ce que je connais bien, moi je travaille en presse écrite, où avec l'arrivée d'Internet, on a vu grosse vague de plans sociaux arriver, et il y en a d'autres là qui vont encore à nouveau arriver. Donc c'est le moment du web first, où les entreprises de presse quotidiennes, régionales, départementales doivent changer leur modèle économique, et ça se fait au détriment de la masse salariale et de la rédaction, et donc des journalistes. Donc on se retrouve avec des rédactions qui sont rongées jusqu'à l'os. Et comment aujourd'hui un journaliste peut faire convenablement son métier si il y a moins en moins de journalistes dans la rédaction? Son devoir d'information aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'information, la chercher. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui où on a différents canaux, nouvelles sources d'information. Mais le journaliste, lui aussi, il doit mettre en perspective cette information, la trier, l'analyser, et si on est moins en moins nombreux, c'est une menace sur la liberté d'informer. Alors vous le disiez un petit peu, on est dans une crise économique assez profonde pour l'économie des médias. Quelles sont vos solutions, vous, au SNJ, pour mettre en place une économie qui soit vertueuse et qui permette aux médias de travailler indépendamment, en toute indépendance, aux journalistes en tout cas? Le constat, c'est déjà aussi le suivant, c'est qu'en France, 90% des médias appartiennent à 10 milliardaires. Donc ce qu'on souhaite, nous, depuis très longtemps, avec d'autres organisations syndicales qui nous sont proches, comme le SNJ-CGT, une véritable loi anti-concentration des médias. Puisqu'aujourd'hui, les médias sont véritablement, on va dire, menacés par les puissances de l'argent et de l'économie. Alors, est-ce que le milliardaire va influencer sur l'information? Pas véritablement, mais il peut aussi. Et il y a aussi un véritable danger sur l'autocensure que le journaliste pourrait se faire. Il existe plusieurs possibilités, plusieurs formes de société pour avoir une société, un média qui respecte le public. Il y a des SCOP, des SCIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ces structures n'ont pas véritablement trouvé encore beaucoup leur modèle. Et on voit de toute façon qu'aujourd'hui, les patrons de presse restent des milliardaires et ils souhaitent acheter la presse pour avoir une question d'influence aussi au niveau national. Et alors il y a une autre question, celle du financement, puisque les milliardaires acceptent de financer, pour des raisons malheureusement qu'on peut deviner, des médias qui perdent de l'argent, qui sont des gros médias. Nous, les petits, les indépendants, on est condamnés à être petits, puisque les ressources sont faibles, et on a l'impression, on a le sentiment que plus personne n'est prêt à payer pour avoir une information de qualité, à part des gens qui ont bien compris le problème. Quelles sont vos solutions, encore une fois, sur le problème du financement? Alors il y a des aides à la presse qui sont diverses et variées.
Nous, ce qu'on dit, c'est que les aides à la presse devraient être conditionnées à des questions de déontologie. À partir du moment où il y a une déontologie qu'on respecte dans le média, ces aides à la presse devraient être donc accordées et plus importantes que dans d'autres médias, pour lesquels la déontologie, on s'assoit dessus, et donc du coup, la déontologie, ça va à l'encontre du devoir d'informer, du droit au public à une information complète, libre et de qualité. Ok. Et alors, il y a une autre catégorie de problèmes, de menaces sur le métier de journaliste et sur son indépendance. C'est des menaces institutionnelles, légales. Alors, il y a deux lois, une qui a beaucoup fait parler, la loi sur le secret des affaires, et une dont on est en train vraiment, là c'est très chaud, on est en train d'en discuter, la loi sur les fake news. Quelle est votre position au SNJ ? Alors, il y a deux choses. La loi contre la manipulation de l'information, donc dite loi fake news. Le 26 juillet dernier, le Sénat a rejeté massivement la proposition de loi. Donc nous, on a applaudi des deux mains, on aurait eu quatre mains, on a applaudi des quatre mains, puisqu'on dit depuis le début que cette loi, elle est liberticide, elle est dangereuse, véritablement, et elle est cosmétique, elle ne servira à rien, puisque les dispositions existent déjà du fait de la loi de 1881. La loi de 1881, déjà, elle parle non pas de fake news, ça n'existait pas, mais bien de fausses ou mauvaises informations. Donc là, on estime que l'arsenal juridique existe déjà. Et imaginons que cette loi, elle passe, puisqu'elle va passer devant l'Assemblée nationale. Donc les députés vont être amenés à soit la voter ou la rejeter, ce qu'on souhaiterait. Si cette loi passe, le danger qu'elle représente, c'est que un juge judiciaire en référé doit statuer dans les 48 heures s'il est saisi ou s'auto-saisit d'une question sur des relais de mauvaises informations ou des fake news. Ce juge pourrait interdire les canaux de diffusion de l'information. Donc là, c'est vraiment une atteinte contre la liberté d'expression complète. C'est un pouvoir de censure qu'on donne. C'est ça. Et comment réguler le problème finalement, et même des journalistes qui utiliseraient la responsabilité qu'ils ont prise de prendre la parole pour faire de la manipulation, etc. Est-ce que vous êtes, vous, de ceux qui prônent une autorégulation de la profession ? Oui, sur l'autorégulation de la profession, on en parle depuis très très longtemps au SNJ, et aussi au niveau de la Fédération internationale des journalistes, qui est notre fédération affiliée, pour laquelle on souhaite, nous, la création d'une instance nationale de déontologie qui se saisirait ou s'auto-saisirait des problèmes de déontologie au niveau national ou local. Et cette instance de déontologie rendrait des avis qui, du coup, serviraient comme forme de publicité voilà, pour considérer que tel ou tel média a fait des erreurs ou des mauvais jugements déontologiques. Ce genre d'instance nationale de déontologie, ce qu'on appelle conseil de presse au Québec et en Belgique, donc, existe et fonctionne. Aujourd'hui, en France, on a nous demandé à plusieurs reprises la mise en place de cette instance nationale de déontologie. On croise les doigts parce que peut-être que M. Studer, le député qui a porté la loi fake news, va peut-être du coup nous recevoir sur la question. En tout cas, elle était très intéressée, donc nous, on a des propositions à lui faire. L'idée de cette instance nationale de déontologie, c'est une instance tripartite. Donc, d'un côté, les employeurs, de l'autre, les journalistes, et ensuite, la société civile, les associations, le public. Ok, ça peut être une alternative au problème qui est posé avec les fake news, avec la loi sur les fake news. Complètement. C'est vraiment des questions de déontologie, voilà, sur... Complètement. Et alors il y a une autre loi, et puis une directive européenne pour la protection du secret des affaires. Est-ce qu'il faut une loi pour protéger le secret des affaires ? Alors, vous faites bien de rappeler que cette loi, c'est une directive européenne au départ, et la directive européenne, on aurait eu le temps de l'appliquer. Il a fallu l'appliquer très rapidement et au pas de charge, véritablement. Alors que les autres pays européens ne l'ont pas encore appliqué. De mémoire, je crois qu'il y a uniquement le Danemark et maintenant la France qui ont appliqué cette directive. Des pays européens, il y en a un peu plus. Donc pourquoi un tel empressement ? Et comme vous l'avez souligné, effectivement, le souci que ça pose, encore une fois, une loi liberticide. Comment un journaliste va pouvoir véritablement enquêter sur le secret des affaires, donc l'entreprise,
puisque là c'est des questions de lobbying d'entreprise. Comment le journaliste va faire? La directive européenne essaye de gommer un peu la chose en disant le journaliste, il n'y aura pas de problème, il ne sera pas soupçonné, il n'y aura pas de souci. Bon, à voir à l'usage. Nous, on doute que, de toute façon, le problème qui va véritablement se poser, les lanceurs d'alerte, par exemple, qui sont une source d'information pour les journalistes, eux sont directement aussi menacés. Les sources en général sont directement menacées, puisque s'il y a un problème de secret des affaires, il faudra apporter la preuve que c'est véritablement dans l'intérêt public. Donc c'est la charge de la preuve de la personne. Donc c'est quand même renverser les choses, c'est quand même très compliqué. Et puis la question qui se pose, nous, en tant que syndicalistes, c'est les représentants du personnel en entreprise aussi, où il y a une information qui est divulguée en comité d'entreprise ou comité social-économique. On a un devoir de donner cette information aux salariés, et comment l'employeur pourrait, à la rigueur, dire bah non, ça secret des affaires. Ouais, puis on a vu avec les poursuites Bayon dont on fait loger beaucoup de les médias, procédures Bayon, etc., parce qu'il y avait déjà un problème aujourd'hui. Dernière question, parce qu'on a fini le temps qui nous était imparti. Vous avez une actualité en ce moment, c'est le centenaire du syndicat. En quelques mots, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est prévu? Le SNJ a fêté ses 100 ans le 10 mars dernier à Paris, lors d'un rassemblement. Et on a fait différents événements dans l'année. Là, le gros événement qui va arriver, c'est notre congrès du 17 au 19 octobre à Paris, à l'Hôtel de Ville. Une exposition retraçant 100 ans de combat pour la liberté de la presse sera également devant les grilles de l'Hôtel de Ville. Et puis, on a aussi, le 2 novembre prochain, une manifestation contre l'impunité envers les journalistes. Merci beaucoup Emmanuel Poupart, syndicat national des journalistes, et un grand merci à TV Bruit qui a mis son plateau au cœur de cette université d'été pour faire un petit peu vivre au-delà des murs les débats.